Sunday Night Production. Dans ce deuxième épisode de Run to Progress, nous allons aider Hélène, une auditrice originaire de l'Orne, en Normandie, qui doit reprendre la course à pied après une longue période d'arrêt, puisqu'elle a coupé l'entraînement pendant 12 mois pour une excellente raison, puisqu'elle a donné naissance à son enfant. Mais la reprise, c'est toujours une étape délicate à gérer, surtout après un long arrêt. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout faire pour l'aider. C'est parti. Le programme Run to Progress by Hyundai accompagne le runner au quotidien. Et aujourd'hui, c'est vous qui prenez la parole. Chaque vendredi du 6 au 27 octobre, venez rencontrer Guillaume et Stéphane Diagana pour un tête-à-tête autour des difficultés que vous rencontrez dans votre pratique du running. Grâce à leur expertise, ils mettent tout en œuvre pour vous trouver des solutions et vous sortir de l'impasse en seulement 4 semaines. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans Run to Progress by Hyundai, l'émission qui vous aide à surmonter vos difficultés dans votre pratique de la course à pied. Chaque vendredi, du 6 au 27 octobre, nous allons suivre le parcours de 4 coureurs et coureuses amateurs, chacun avec sa propre histoire, ses propres défis, leurs points communs. Ils sont tous et toutes passionnés de course à pied, mais ils sont confrontés à des obstacles qui les freinent dans leur progression ou leur épanouissement et nous allons tenter de les aider. Et pour cela, j'ai la chance d'être accompagné par un spécialiste et pas des moindres de la course à pied puisqu'il s'agit de Stéphane Diagana. Salut Stéphane, comment est-ce que tu vas? Prêt à aider un nouvel auditeur? Salut Guillaume, ouais, je suis paré. Est-ce que toi, dans ta carrière d'athlète de haut niveau, tu as déjà eu des périodes de coupure qui t'ont conduit à reprendre le sport, j'ai presque envie de dire, à un niveau zéro? Est-ce que c'est des sensations que tu connais de devoir un peu quasiment repartir from scratch de zéro, quoi? Oui, quand on est blessé longtemps, alors avec les blessures, j'ai déjà eu des coupures de 4 mois de la pratique de l'athlétisme, du fait d'opérations, de reprises au bout de 4 mois. Mais je dirais presque chaque saison, si vous discutez avec un athlète, on a une saison qui est dense de juin jusqu'à la saison estivale, de juin jusqu'à fin septembre parfois quand on fait toute la saison internationale. Et puis forcément, on coupe septembre-octobre, on va dire, on coupe sur 3 semaines, 4 semaines. Et là, vous repartez, mais on monte tellement haut en termes de préparation qu'on descend en très peu de temps, on descend très bas et vous reprenez, vous dites ah non, plus jamais ça, parce que pour retrouver ce niveau-là, je sais tout ce qu'il va falloir mettre en place. Donc on aura envie de continuer la saison et de jamais s'arrêter, mais c'est pas possible. Le corps a un besoin. Donc après, on sait que les choses se reconstruisent et donc on n'est pas inquiet de ça. On a la patience. La difficulté pour des coureurs qui vivent ça pour la première fois, c'est de se retrouver face à une première fois avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que des fois, il y a même des gens qui n'arrêtent vraiment, qui ne veulent pas couper. Alors c'est un peu moins vrai, mais dans le demi-fond et le fond, je sais que tu connais bien, tu viens du sprint, mais tu connais bien en piste ce monde-là. Et alors c'est plus trop le cas maintenant, mais il y a encore quelques années, vraiment il y a des athlètes qui ne voulaient pas couper parce qu'ils disaient c'est trop dur en fait de revenir, ils avaient trop peur et leur stratégie c'était de jamais de couper ou couper juste une semaine. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on a fait des gros progrès par rapport à ça. Les athlètes n'hésitent plus à couper 3, 4 voire 5 semaines d'arrêt pour certains et souvent même ceux qui coupent par exemple pour une blessure, ils ont l'impression que c'est reculer pour mieux sauter et que des fois ils sont même plus performants qu'avant parce que finalement ce temps de repos il a été très bénéfique. Donc c'est une stratégie payante sur le long terme, le repos. Oui, parce que c'est en fait pour les coureurs de fond et de demi-fond, ils sont très sensibles à leurs sensations. Et puis il y a des choses qui montrent effectivement que quand on coupe, d'un point de vue physiologique, il y a des phénomènes qui se passent et il y a le désentraînement qui arrive vite. Mais on est souvent face à des athlètes qui sont en surentraînement presque chronique. Donc la blessure parfois peut être salutaire et les besoins de régénération sont indispensables parce que à la fin, sinon on arrive, on va droit dans le mur. Donc il y a une acceptation qui est plus forte aujourd'hui de la part des athlètes. Et puis souvent, ils coupent de la course à pied, mais ils peuvent faire autre chose à côté. Mais au moins, ils reposent le système musculo-tendineux et ostéo aussi au niveau des chocs de la course. Bon, c'est pas rare d'entendre que la course à pied, c'est l'un des sports les plus ingrats parce qu'il faut des années pour atteindre un niveau de performance et en quelques semaines, on peut tout perdre. Mais ça, on va voir d'ailleurs dans l'émission si c'est vraiment vrai. Et justement, j'ai le plaisir de te présenter Hélène. Hélène, bonjour. Merci de ta participation et de prendre la parole dans le podcast. C'est un plaisir. On va avoir une conversation. C'est un épisode un peu spécial. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des conversations avec nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de coureuse et les défis auxquels tu es confrontée actuellement et quels problèmes tu as et comment est-ce qu'on peut t'aider?
Bien sûr. Donc, bonjour. Pour moi, le running a une place très importante. Je m'entraînais beaucoup jusqu'à une grossesse qui a débuté en septembre 2022. Donc, quand je dis beaucoup, c'était 4 ou 5 entraînements en semaine. J'étais en prépa marathon, donc avec un objectif de chrono. Et j'ai dû complètement arrêter la course à pied pendant la grossesse. Le premier trimestre, je ne pouvais rien faire du tout. J'ai eu l'autorisation ensuite de reprendre une activité donc sans impact, de natation, de marche et de vélo elliptique. Donc ce que j'ai fait jusqu'à la fin, mais plus du tout de course à pied et de sport d'impact. Donc là, j'ai repris au mois d'août. Et ça fait quasiment donc 1 an sans courir. Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver des informations sur la pratique de la course à pied pendant la grossesse, postpartum, la pratique du sport, même en règle générale? Quand on parlait un peu aux médecins, aux gynécos, comment est-ce que c'était accueilli ce besoin de faire du sport, ce bien-être sportif? Justement, c'est vrai qu'en discutant avec des sages-femmes, des médecins autour de moi, pour eux, la pratique du running n'était pas du tout adaptée à la grossesse, complètement. Donc, pour eux, il faut couper, en fait. Et ils ne mesuraient pas l'importance que ça avait pour moi de pratiquer cette activité sportive. Oui, c'est un cas assez fréquent, en fait. Il y a une sorte de principe de précaution. On se dit, il y a des chocs, peut-être que ça va provoquer un accouchement prématuré, peut-être que ça va poser des problèmes. En fait, c'est pas bien étudié, on connaît pas. Et donc, il y a une sorte de principe de précaution, dire c'est pas bien. Et en fait, quand on dit ça, si à côté, en plus, on ne dit pas, mais par contre, continuer à marcher, continuer à pratiquer une activité physique, mais éviter les chocs. Si en plus on ne dit pas ça, finalement, ça peut être plus mauvais que bénéfique dans beaucoup de cas. Donc, il y a encore beaucoup d'appréhension, alors que ça peut bien se passer jusqu'à 4-5 mois. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont couru 4-5 mois, mais il faut que ce soit surveillé, effectivement, et il peut y avoir des contre-indications. Mais ça ne doit pas être un principe, je dirais a priori, de dire on interdit la course à pied, surtout si ça entraîne un déficit d'activité physique, puisqu'on sait qu'elle est bénéfique non seulement pour la mère, tant psychologiquement que physiquement, mais aussi pour l'enfant. Oui, c'est même plutôt le contraire. On sait aujourd'hui qu'une pratique adaptée, modérée et suivie a plein de bénéfices, notamment sur le diabète de grossesse. Il y a le postpartum aussi, l'enfant aussi plus tard dans son développement. C'est très récent les études, mais en tout cas c'est très encourageant. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à considérer peut-être qu'une femme enceinte c'est une femme malade. Alors c'est vrai que le processus de donner la vie, c'est un processus qui est pas neutre, qui est très épuisant pour la femme, on réagit tous différemment et c'est pas quelque chose qu'il faut banaliser parce que c'est une magie incroyable qui se met en place et que ça peut être vécu très différemment d'une femme à une autre. Néanmoins, c'est pas une maladie d'être enceinte. Non, c'est bien sûr, c'est pas une maladie, ça nécessite une précaution, mais c'est parce qu'il y a une méconnaissance, je pense, et peut-être qu'avec les études, et puis peut-être une formation aussi, mais on est sur le cas du sport santé plus généralement, il y a un déficit de formation sur l'intérêt de l'activité physique à tout âge, et en toutes conditions pour la santé. Comme il y a un déficit de formation, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on regarde comme ça de l'extérieur, on dit il y a des chocs, donc on se dit ça ne va pas être bon pour le bébé et pour la maman. Et donc, principe de précaution, on dit ne pratiquez pas. En tout cas, voilà, il faut se faire accompagner par des professionnels qui ont l'habitude. Aujourd'hui, les médecins, les gynécologues, les sages-femmes sont quand même de plus en plus sensibilisés, donc c'est important. Aujourd'hui, toi, du coup, tu as eu ton bébé, tu as fait, j'imagine, ta rééducation du périnée, tu as mis en place les stratégies. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui te freine? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Quel état d'esprit tu es dans cette reprise qui a duré presque 1 an, du coup? C'est ça. Après 1 an d'arrêt, pardon. Oui, complètement. Donc là, c'est vrai, comme j'ai envie de reprendre, comme là où j'étais arrêtée avant, en fait, de replacer le running un peu au centre, mais avec un nouveau corps, avec des nouvelles sensations. Et après 1 an de pratique, la vitesse, elle est plus là, l'endurance non plus. Donc ça serait... Je suis un peu perdue dans la façon de
m'entraîner intelligemment. En fait, il y a beaucoup d'exemples dans le sport de haut niveau qui montrent qu'on peut retrouver un très très haut niveau après une grossesse. Donc ça doit être un signe d'encouragement parce que là, c'est vraiment à très haut niveau, même sur des disciplines explosives, de vitesse. Donc ça peut se reconstruire, mais il faut de la patience. Et on le voit, cette année, il y a Shawnee Miller qui est coureuse de 400 mètres, qui a été championne olympique, qui a eu un enfant qui est revenu, qui a commencé à faire des 200 mètres. Elle n'avait pas son niveau. Elle a renoncé au championnat du monde, donc c'est pas facile quand c'est son métier. Mais elle s'est dit, voilà, j'ai repris un petit peu, j'ai vu où j'en étais, et puis je vais voir pour les Jeux à Paris en 2024. Donc ces exemples-là, souvent avec succès derrière, sont à prendre en considération. Ça prend du temps, il faut de la patience, c'est sûr. Mais souvent on entend ça souvent, qu'on repart de zéro. Il y a cette idée finalement que un athlète qui va s'entraîner très dur, quand il va revenir, c'est hyper déstabilisant parce que toi, en plus, je crois que tu faisais quoi plutôt de 10 km, des marathons, des semi-marathons ? Semi-marathon. Tu avais un record en 1,36. Encore 1,36, donc c'est plutôt un très bon niveau de performance. Donc j'imagine que tu connaissais ton corps, tu étais habitué à l'entraînement, tu connaissais un peu tes capacités. Quand tu voulais un peu accélérer, appuyer sur l'accélérateur, le corps suivait, la machine suivait. Donc t'avais des sensations. Et là, c'est un peu un nouveau corps que tu as, c'est des nouvelles émotions. On se dit, on repart de zéro. On a l'impression qu'il va falloir repartir de zéro. Et pourtant, il y a ce qu'on appelle de plus en plus la mémoire musculaire. Et finalement, il semblerait, je ne sais pas si toi tu l'as constaté, que déjà on a une meilleure connaissance de l'entraînement, de son corps, de tout ça. Donc on ne repart jamais de zéro parce que tu as plein de connaissances que tu as toujours en toi. Et puis aussi le corps, finalement, on se voit que ça va beaucoup plus vite. Oui, bien sûr. Il y a une mémoire. Quand on s'entraîne 4 à 5 fois par semaine, on installe, c'est suffisant pour installer sur plusieurs années, installer une sorte de mémoire. Les gènes se réactivent assez vite pour répondre aux sollicitations et aux exigences de l'entraînement. Mais c'est sûr qu'on est désentraîné. Donc c'est comme un sportif qui arrête. Ça doit se faire progressivement. Mais si on a de la patience, c'est sûr qu'on n'a pas vieilli d'un coup et on va pas dire d'un coup, de toute façon, je ne reviendrai jamais, ne serait-ce qu'à mon niveau. Non, on peut même faire mieux après une grossesse. Et je le dis souvent dans le running, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être meilleur à 50 ans qu'à 40 ans. C'est rare quand même de pouvoir se dire je peux être meilleur ça dépend d'où on part à 40 ans, ça dépend ce que l'on a fait avant. Mais si on commence à 40 ans et qu'on continue une pratique assidue, on peut être meilleur à 50 ans qu'à 40 ans. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas de raison avec un bon entraînement, un bon suivi, de ne pas être même encore meilleur et de reprendre sa progression. Donc non seulement retrouver son niveau, mais même de pouvoir reprendre sa progression. Ça fait combien de temps que tu as repris la course à pied ? Aujourd'hui, tu t'entraînes comment ? Est-ce que tu es suivi ? Tu es dans un club ? Comment ça se passe un peu ? Alors, j'ai repris donc après la rééducation, début août. Donc, avec vraiment que des footings. Léger, ouais. C'est ça, que des footings légers. Donc, j'ai commencé alternance marché-course sur des courtes durées. Et puis, augmenter un petit peu la durée à chaque fois sans augmenter la vitesse. Et là, j'ai envie et j'essaye de reprendre des entraînements un peu plus structurés. Donc, en mettant quelques fractionnés. Là, j'ai fait un peu de travail de côte et un peu de travail de 30-30 pour voir justement ce que ça donnait et où j'en étais. Et là, ce qui est dur, c'est que tu as l'impression que c'est long et que c'est fastidieux. C'est ça, et je ne sais pas du tout sur quelle vitesse me baser pour justement les 30-30, etc. Combien de temps, généralement, un athlète y met pour retrouver un peu sa forme ? Je sais que ça va varier. Par exemple, un athlète qui est en prépa marathon, qui va prendre 3 semaines, vu qu'il était très entraîné avant, forcément, sa période de reprise va être un peu plus courte. Un athlète, là, comme dans le cas d'Hélène, qui s'est arrêté 1 an, combien de temps, globalement, pour retrouver un bon niveau de performance ? Parce que c'est dur à jauger. Et souvent, vu que c'est ton cas, tu pars dans l'inconnu. Tu ne sais pas si c'est pour 2-3 semaines, vu que ce n'est pas forcément très organisé, j'ai l'impression, dans ce que tu me dis. Complètement. Tu navigues à vue. Ça peut effectivement être un problème. Ouais, ce serait pas mal de faire un petit SVMA pour reprendre et pour travailler sur des bases. Déjà, ça permettrait de voir les progrès si on en fait un encore plus tard, mais surtout pour travailler sur les bonnes bases, pour pas travailler en sur-régime, pour pas travailler en sous-régime parce qu'on se sous-estime, et pour avoir une vision, dire j'avais tant de VMA, là maintenant j'ai 30% de moins, je vais adapter dans un premier temps et accepter de travailler sur cette nouvelle VMA, parce qu'on perd forcément si on ne s'entraîne pas. C'est vrai que les tests d'effort, souvent les athlètes veulent les faire quand ils sont le plus affûtés possible. C'est un peu ça l'idée. Je suis en grosse prépa marathon, je me sens très très fort, donc je vais aller faire un test d'effort pour voir à quel point je suis puissant.
C'est vrai qu'il faut mettre un peu son ego de côté là. S'il faut aller faire un test VMA, on va dire en très bonne période de reprise. Oui, bah là on en a organisé justement avec Hyundai à Pertuis récemment et on a eu des personnes qui étaient en reprise. En plus, on sortait de l'été, donc avec des gens qui étaient un peu désentraînés l'été parce que c'est plus on se relâche un petit peu plus. Il dit j'ai hésité à venir parce que j'étais pas en forme, mais je me suis dit il faut que je vois où j'en suis. Bon, ils ont accepté pour pouvoir reconstruire et pas faire l'autruche, dire j'accepte ce niveau-là, mais il n'est pas définitif. Mais par contre, autour de ce niveau-là, je peux construire quelque chose de cohérent qui va me permettre de passer à un niveau supérieur. Et je pense que ça peut être une bonne. C'est vrai qu'on peut se dire je m'attendais, je suis plus bas. Il y en a qui m'ont dit je suis 1 km/h ou 1,5 km plus bas que ce que je pensais. Mais je vais faire avec et puis je vais construire mes plans d'entraînement autour de cette réalité-là pour en atteindre une autre. Et tu dis des fois on a tendance à se survaloriser, mais des fois aussi à sous-estimer un peu ses efforts. Et c'est vrai que des fois en période de reprise, on peut faire des footings à 5,30, même 6 au kilo et se trouver très très nul. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est quand même un très bon niveau. Des 5 minutes au kilomètre, c'est quand même des très niveaux. C'est on veut comparer avec ce qu'on faisait avant. Et ça, c'est aussi, j'imagine, une erreur de vouloir se dire tiens, avant je mettais 55 minutes pour faire mon tour classique et là j'ai mis 1h05. Ça, c'est destructeur sur la motivation. Oui, mais avant, pour des raisons diverses et variées, j'avais la possibilité de m'entraîner régulièrement et après, il y a eu un moment dans ma vie, une grossesse ou autre chose qui font que je me suis arrêté. Et donc ça ne peut pas être, parce que si c'était pareil avant, ça veut dire que l'entraînement ne sert à rien en fait. Donc il faut à un moment être juste réaliste, mais je crois que c'est aussi l'angoisse de dire je retrouverai jamais. Et là, on peut rassurer les personnes. On retrouve si on ne fait pas de bêtises, si on ne veut pas aller trop vite, parce que si en plus on ajoute à une interruption liée à une grossesse ou à un moment de sa vie, si on ajoute la blessure en plus, on va encore retarder. Donc il faut accepter d'avoir une certaine patience et puis de se dire le chrono, ça reviendra plus tard, mais d'abord je construis autour de cette réalité qui est celle de mon parcours, mais qui n'a rien de définitif. Est-ce que tu compares? Est-ce que tu regardes ta montre? Est-ce que tu regardes un peu tes applications de monitoring? Est-ce que tu as tendance à regarder un peu ta vitesse, ton rythme cardiaque? Est-ce que tu es très basé sur ces infos-là? Oui, beaucoup. Beaucoup trop même. Et ça a quel impact sur toi? Ça me démotive pas parce que pour moi le running c'est vraiment c'est ancré, ça fait partie de mon quotidien, donc j'arrive à garder la motivation quand même et justement j'ai envie d'avoir les clés pour progresser et revenir à ce niveau-là. Tu as commencé quand le running? Ça fait très longtemps que c'est comme ça dans ta vie aussi présent donc j'ai toujours fait du sport. L'UNSS au collège, je faisais beaucoup d'athlétisme. J'avais coupé pendant les études comme beaucoup. Malheureusement, oui. C'est ça. Et j'ai repris justement à la fin des études, au début du travail, tranquillement. Et puis voilà, c'est reparti comme ça. Okay. Souvent d'ailleurs, c'est un décrochage. C'est les études. Et quand on a survécu à ça, c'est le premier enfant. D'ailleurs, c'est triste même que l'arrivée d'un enfant soit synonyme d'une entrée dans la sédentarité. Mais c'est souvent quand on a passé un peu tous ces caps-là. Et généralement, quand on passe l'arrivée des enfants et qu'on est encore sportif, il y a beaucoup moins de risques de rechute. Ouais, toutes les périodes de transition dans la vie, de toute façon, sont clairement identifiées comme des moments de rupture du niveau d'activité physique potentiel. L'entrée au collège, l'entrée au lycée, l'entrée à l'université, l'entrée au travail pour certains. Un enfant qui arrive, un déménagement, parce qu'on va changer d'environnement de pratique. Donc toutes ces ruptures, c'est potentiellement des moments de complication pour la continuité dans la pratique d'une activité physique régulière. Pour en venir un peu aux data, aux données, c'est vrai qu'aujourd'hui on a accès à plein de statistiques, de tout ça. Quand on est en phase de reprise, est-ce que vraiment regarder sa vitesse, regarder ses kilomètres-heure, est-ce que ça doit être nos motivations premières? Est-ce qu'un coureur finalement ne devrait pas plutôt se donner des objectifs de temps, peut-être tout simplement, une séance et regarder être beaucoup plus centré sur ses sensations ou le corréler sensations et data, mais en tout cas avoir peut-être un peu de recul par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ou pas hein? Oui, de manière générale, je crois que c'est bien de prendre du recul par rapport au chrono. C'est vrai qu'il y a une dimension qui doit être pour moi le plaisir. Hein, c'est ce qui vous fait. Donc si on est frustré parce que ça gâche le plaisir, la frustration toujours. Donc essayer de
se recentrer sur ses sensations, dire ok, j'en suis là, mais tiens, c'est un petit peu mieux aujourd'hui que c'était il y a 3-4 jours ou la semaine dernière. Je vois que je me réentraîne parce que je reprends. Au début, j'avais beaucoup de courbatures. Et puis, pour le même effort ou des efforts plus longs, j'en ai moins. Ça veut dire que je progresse, ça veut dire que le corps se réhabitue. Il faut le respecter, lui laisser ce temps-là, et pour qu'il vous redonne tout ce que vous attendez de lui. Mais c'est vrai que on est un petit peu dur avec soi-même parfois, avec son corps, et c'est pas une machine. Donc voilà, lui laisser le temps, et c'est une forme de respect aussi pour lui. Je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y a une forme de pression aussi, une forme de rapidité, d'urgence? Tu as envie de retrouver ton niveau, d'être compétitrice, de rebattre tes records. Est-ce que finalement, cette dimension-là, elle est importante aujourd'hui pour toi? Est-ce que tu te sens un peu pressé de retrouver ton niveau? Très pressé, oui. Peut-être même trop pressé justement de me refixer des objectifs trop ambitieux et trop rapidement. Est-ce qu'il y a pas sauté une étape là? Tu vois, Hélène, elle est dans une phase de réathlétisation et elle pense performance, elle pense chrono, elle pense durée, elle se dit plan d'entraînement. Est-ce qu'il n'y a pas une étape au milieu qui a été... Est-ce que il ne faut pas de temps en temps... on n'est plus dans la performance, on est dans la réathlétisation, on est dans une sortie de la sédentarité, et donc va falloir revoir un peu son plan. Oui, mais c'est ce que je disais en disant faire une évaluation réelle de là où elle en est. Alors c'est vrai qu'on la refuse parfois parce qu'on se dit non, j'ai pas envie de voir en chiffres. Si j'avais une VMA à 17, j'ai pas envie de voir en chiffres apparaître une VMA à 14. Mais voilà, c'est le principe de réalité. On retravaille sur cette base-là, et puis on se dit au contraire, c'est sympa. Voilà, j'en suis là, mais je sais que je peux y retourner. Qu'est-ce que je vais construire pour y arriver? Et on est dans un projet qui est ambitieux, mais qui est réaliste par rapport à ce que l'on a constaté. Et c'est une acceptation aussi. C'est souvent, tu sais, quand tu prends du poids, tu veux pas te peser, oui. Tu fais un peu l'autruche à pas voir. Et finalement, à un moment donné, il faut monter sur la balance, il faut voir le chiffre, il faut constater les choses pour commencer après un processus déjà d'acceptation. Ok, j'ai pris du poids, je suis moins fort qu'avant, ma VMA a considérablement baissé, mais maintenant, je vais être bienveillant avec moi-même. Et je vais poursuivre, ça c'est important, quoi. Et déjà quand on ose aller mesurer sa VMA ou monter sur la balance, ça veut dire que c'est plus un problème, quoi. On a déjà résolu une partie du problème en soi, c'est qu'on accepte ça et puis on se dit maintenant voilà, je pars de là et voilà ce que je mets en place pour avancer. Est-ce que aujourd'hui, on va dire sur ta pratique de la course à pied, t'as quel âge par exemple, Hélène? J'ai 33 ans. T'as 33 ans, donc t'es très très jeune. Est-ce que t'as envie de durer dans ce sport? Est-ce que t'as envie de pratiquer le plus longtemps possible? Complètement. C'est vrai qu'il y a l'objectif de longévité. Donc c'est pour ça que je sais que je suis trop pressée, que je vais aller trop vite et que c'est pas compatible avec une pratique durable. Donc c'est là la problématique, quoi. Parce que t'es encore très jeune, t'as encore une belle carrière devant toi. Donc c'est vrai qu'il y a une bizarre entre ton impatience et finalement le fait est que... Parce que souvent on dit souvent il faut être jeune pour performer, il faut... Tu vois, il y a cette dimension d'un peu d'urgence en se disant à 30 ans, on peut plus faire de marathon, on peut plus faire de choses comme ça. Et du coup, ça nous met une pression, quoi. Oui, c'est sûr. Et tu es impatiente dans d'autres domaines aussi, oui. Donc oui. voilà, c'est ça. Ouais. Je suis toujours que ce soit. Donc c'est une nature, c'est pas lié au running non, seulement. Ouais. Ok, écoute. Moi, ce que je te propose, Hélène, c'est qu'on remette un peu les choses à plat. Aujourd'hui, on n'est plus dans la performance. Aujourd'hui, on n'est plus dans c'est quand ma prochaine course. Tout ça, on va le mettre de côté. Aujourd'hui, on est dans l'objectif plutôt d'être finisher d'une épreuve sportive, plutôt de retrouver une régularité, une routine d'entraînement. Et on va plus faire attention, on va être bienveillant avec soi-même, d'accord? On n'est pas mauvais, on n'est pas moins fort. On revient, on accepte les choses. T'as eu 1 an, t'as profité de ta grossesse, donc c'était très bénéfique. Et on va se donner du temps, d'accord? On va essayer de se donner un maximum de temps. On va essayer de trouver peut-être d'autres motivations. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on va t'accompagner sur un plan, non pas prépa marathon, prépa semi-marathon, mais un plan de réathlétisation. On peut mettre une petite compétition, mais il va falloir aussi accepter de pas du tout être dans le niveau de performance. Il faut que tu sois à l'aise avec l'idée de pas battre ton record, de profiter de découvrir aussi. Profite de cette nouvelle chose pour découvrir le plaisir de profiter d'une ambiance de course, de pas avoir d'enjeu, de profiter du paysage. C'est vrai que nous, les coureurs performants, moi, on me dit souvent, je fais le semi de Paris, mais t'as vu la Tour Eiffel, t'as vu tout ça? J'ai rien vu. J'ai vu ma ligne et j'ai tout ça et c'est cool. Mais là, t'as une opportunité finalement
finalement d'avoir un nouveau rapport dans la course à pied. Donc oui, tu peux faire si ça te motive, c'est très bien, mais c'est d'essayer d'avoir de nouvelles sensations, de laisser ça de côté un petit peu pour un instant et voilà, de pas te comparer à avant. Donc on va un peu essayer d'organiser tout ça. On a une très belle course qui est Marseille-Cassis, tu vas courir dans les Calanques, c'est l'une des plus belles courses de France. Donc là, c'est pas la performance, hein. Là c'est profiter de l'ambiance, de l'énergie. Ouais, et puis ça tombe bien parce qu'avec Marseille-Cassis et le col de la Gineste, le dénivelé, en général la performance et le chrono, c'est moins le sujet. Donc on lève la tête, on ouvre les yeux et on regarde le paysage. Donc là, on a plusieurs semaines pour faire la réalisation, évidemment. Tu pourras courir, marcher, même t'arrêter, prendre des photos sur le parcours. L'idée, c'est de redécouvrir une nouvelle approche du sport et profiter de ça. Tu vas voir que c'est super sympa. Et puis, voilà, la régularité. Donne-toi des objectifs d'entraînement par semaine, de kilométrage, de routine aussi, de te ressentir sportif, de te réhabiller avec tes tenues, de reprendre goût un peu à cette identité d'athlète. Et c'est ça les objectifs. On va suivre un peu ta progression et puis on se retrouve dans 4 semaines pour savoir si ça va mieux. Est-ce que ça te va ? C'est parfait. Est-ce que tu veux peut-être conclure, Stéphane ? Juste lui dire que voilà, c'est une étape, mais qu'il n'y a rien de définitif sur son niveau actuel. Elle pourra retrouver une fois de plus le niveau qu'elle avait, mais même aller au-delà. Voilà, il y a ce petit passage-là qu'il faut gérer avec de la patience. Et puis on va essayer de t'organiser un petit test VMA là, dans les prochains jours. Je ne sais pas où tu es, mais on va essayer de voir ce qui est possible de faire. Comme ça, tu pourras repartir du bon pied parce que c'est un très bon conseil. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. À très vite. Vous venez d'écouter Run to Progress, le programme qui vous permet d'enrichir vos connaissances et de faire le plein d'énergie en moins de 15 minutes. 15 minutes, c'est aussi le temps de charge nécessaire pour bénéficier d'une autonomie de 351 km avec le nouveau Ioniq 6, le SUV 100% électrique de Hyundai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hyundai.fr. À bientôt. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.